Vox Populi, c'est des thèmes variés sur Radio I-Chrono FM. Vox Populi, une émission populaire. Vox Populi, jamais populiste. Vox Populi, une émission pour le peuple sur les faits de société, la culture et le sport. Vox Populi, c'est chaque semaine sur I-Chrono FM. Madame, monsieur, bonjour. Au cours de cette émission de lendemain de 15 août, nous allons nous intéresser à plusieurs sujets d'actualité, car celle-ci, contrairement aux vacanciers, n'a pas pris de repos. Nous reparlerons ainsi du Kenya, dont le résultat des élections présidentielles nous est désormais connu. Et comme toujours en pareil cas, celui-ci aura fait des heureux et des malheureux, des gagnants et des perdants, et aura aussi et surtout déjoué les pronostics. Nous évoquerons également la situation en Afghanistan, un an après la prise du pouvoir par les talibans à Kaboul, où ceux-ci n'ont d'ailleurs pas tardé à faire tomber les masques en imposant la loi islamique, la charia, en particulier aux femmes qui en sont les premières victimes. Avec mon invité, j'évoquerai aussi le Mali, où les derniers éléments de la force Barkhane ont quitté le pays cette semaine, laissant le pays en proie justement à de nombreuses incertitudes, voire inquiétudes, en raison de la montée grandissante du terrorisme, avec des attentats qui se multiplient un peu partout, y compris à proximité de Bamako. Nous parlerons enfin du Sénégal, au lendemain des élections législatives, qui, loin d'avoir réglé la situation politique, n'ont fait que révéler les fractures de ce pays. Et nous terminerons par le Brésil, où se profilent les élections présidentielles qui vont voir un revenant, Lula da Silva, affronter Jair Bolsonaro. Voici donc pour le menu de notre émission d'aujourd'hui, que j'ai intitulé « Afrique, Afghanistan, Brésil, face à l'incertitude du lendemain ». Et pour débattre de ces différents sujets, j'ai invité, bien sûr, comme chaque samedi, Ibrahima Thiam, un des principaux responsables de l'opposition au Sénégal, fondateur et président du mouvement Un autre avenir et futur candidat au présidentiel de 2024. Ibrahima Thiam, bonjour. Bonjour, Jean-Yves Duval. La semaine dernière, nos auditeurs s'en souviennent, nous évoquions ici même les élections présidentielles au Kenya. Aujourd'hui, les résultats officiels sont tombés, et même si, comme c'est souvent le cas, ils ont fait l'objet de contestations, à la surprise générale, le vice-président William Ruto a été élu face à Raila Odinga, qui bénéficiait pourtant du soutien du président Kenyatta, qui avait effectué de son côté 2 mandats depuis 2013. Un peu plus de 200 000 voix séparent les deux candidats, et cet écart extrêmement faible fait de cette élection une des plus serrées de l'histoire. Qu'en pensez-vous ? 200 000 voix sur 14 millions de votants, c'est en effet très mince. Avec Ruto, c'est le premier président de l'ethnie Kalenjin à être élu après 2 présidents provenant de la communauté Kikuyu. C'est la seconde surprise de cette consultation. La première étant que son adversaire avait fait une alliance surprenante avec l'ancien président Kenyatta. Avec ce faible écart, il n'est pas surprenant que ces résultats soient contestés, y compris par plusieurs commissaires de la commission électorale. Certains ont dénoncé le caractère opaque du processus électoral. Et il ne faudrait pas que la situation ne dégénère en violence d'ici l'entrée en fonction du nouveau chef de l'État dans 2 semaines. Des points de tension ont déjà été remarqués dans certaines régions du pays. Et il ne faudrait pas que la colère l'emporte sur la stabilité dont le pays a besoin. Alors, cette semaine, les talibans ont fêté le premier anniversaire de leur retour au pouvoir en Afghanistan. On se souvient encore des images de la déroute des forces gouvernementales à l'époque et de la retraite pour le moins piteuse de l'armée américaine de Kaboul. Depuis lors, on a observé un recul inquiétant de la cause des femmes dans le pays. Et ce, malgré leurs promesses, les talibans ont manifestement oublié de la tenir. Comment analysez-vous, Ibrahima Thiam, cette situation et surtout cette évolution? Ce qui aurait dû apparaître comme un soulagement
après 40 années de guerre sans discontinuité, est malheureusement conforme à nos pires craintes. Car progressivement, les talibans ont imposé la charia qui relègue au second plan le rôle des femmes dans la société, en particulier en leur interdisant l'accès à l'éducation. Et ne parlons pas du respect des droits de l'homme et du respect des libertés en général. Par ailleurs, le pays vit une situation dramatique sur le plan économique du fait du gel de ses avoirs par les États-Unis et la rupture de l'aide internationale. D'après les Nations Unies, on estime que la moitié de la population vit avec 1,90 € par jour et une grande partie des Afghans vit dans une extrême précarité, notamment les enfants qui trouvent difficilement à se nourrir. Face à cette situation de très grande vulnérabilité, il est urgent qu'on puisse lever les sanctions car la famine menace un grand nombre de personnes. Au Mali, les derniers éléments de la force Barkhane ont définitivement abandonné le pays en livrant aux militaires maliens la dernière base qu'elle occupait encore, celle de Gao. Avez-vous un commentaire à faire sur ce retrait français après 8 ans de présence et 59 militaires tués? Sur ces militaires tués, je m'incline devant leur dépouille, car c'est un lourd tribut qui a été payé par l'armée française dans cette région du Sahel. Malheureusement, le terrorisme est plus que jamais présent au Mali. Et ce départ ne fait qu'aggraver la situation même. C'était le souhait de la junte militaire au pouvoir. Les nouveaux maîtres du pays attendent sans doute beaucoup de leurs nouvelles alliés russes pour endiguer les actions des djihadistes, mais rien n'est moins sûr. Justement, Vladimir Poutine a récemment appelé son homologue malien, le colonel Assimi Goïta, et lui a promis de lui fournir de l'armement, de l'aide alimentaire et du carburant, sans compter bien entendu la présence sur place des mercenaires russes de la société Wagner. À vos yeux, cela sera-t-il suffisant? Les Russes réussiront-ils mieux au Mali qu'ils ne l'ont fait en Afghanistan? Ce n'est pas certain. Ce pays est beaucoup plus éloigné de Moscou que ne l'était Kaboul. Les djihadistes qui naviguent dans toute la bande sahélienne, du Burkina Faso au Tchad en passant par la Guinée, sans s'occuper des frontières, ont l'avantage sur eux de bien connaître la région et d'être très aguerris. Ce ne sont pas quelques avions de combat servant à l'entraînement et quelques hélicoptères qui vont inverser la situation. En fait, les Russes sont surtout présents pour protéger le régime de la junte militaire davantage que le pays et ses habitants. Justement, le président sénégalais Macky Sall, en sa qualité de président de l'Union africaine, vient de se rendre à Bamako avant de s'envoler pour N'Djamena au Tchad et Abidjan en Côte d'Ivoire. Il a rencontré sur place donc au Mali son homologue malien. Au menu de leur conversation, l'insécurité dans le Sahel bien sûr, mais aussi la crise qui oppose actuellement le Mali à la Côte d'Ivoire concernant le sort de soldats ivoiriens détenus à Bamako depuis plus d'un mois. Quel est votre commentaire sur cette affaire? Je pense que Macky Sall s'est aussi inquiété de la situation liée à la transition, car les 2 putschs consécutifs de la junte malienne ont fortement heurté les dirigeants de l'Union africaine et de la CEDEAO. Et tout le monde appelle à un retour des civils au pouvoir. Mais vous avez raison, Jean-Yves Duval, en sa qualité, pour quelques mois encore, de président de l'Union africaine, Macky Sall s'est rendu à Bamako pour jouer les médiateurs dans la grave crise diplomatique qui oppose le Mali à la Côte d'Ivoire. Cette affaire, justement, en effet, si elle n'était pas aussi grave, eh bien, pourrait paraître rocambolesque.
Comment expliquer que ce détachement de militaires ivoiriens arrivés au Mali pour accomplir soi-disant une mission non des casques bleus onusiens ont-ils pu être accusés de tentative de déstabilisation? Oui, c'est pas rien, de l'État malien par les autorités politiques et judiciaires de Bamako. Il y a aujourd'hui encore une grande part de mystère qui plane sur cette affaire. En réalité, on ne s'explique pas et on comprend encore moins cet embrouille diplomatico-politico-judiciaire. Ce que je sais, je le tiens comme vous des journaux et de la télévision. Dans un premier temps, l'ONU elle-même a reconnu que les 49 militaires ivoiriens arrêtés à Bamako et inculpés officiellement le 12 août pour, je cite, complot contre le gouvernement et atteinte à la sûreté de l'État, a admis qu'il faisait partie d'une rotation de soldats de la MINUSMA, la mission onusienne au Mali, avant de se rétracter. Pour la junte militaire, il s'agit de vulgaires mercenaires entrés au pays armés. Pour les Nations Unies, il s'agirait davantage d'un problème de dysfonctionnement administratif au sein de l'agence. Mais Bamako ne l'entend pas de cette oreille. Le problème, c'est que cette situation crée un climat de tension loin d'être indispensable entre Bamako et Abidjan. Ces deux pays n'ont pas besoin de ça. Croyez-vous vraiment que la médiatisation de Macky Sall peut régler le problème, là où le Togo lui-même essaie en vain depuis déjà un bon moment? Sa double casquette de président du Sénégal et de président en exercice de l'Union africaine peut être d'un certain poids à un moment où la CEDEAO a desserré son étreinte économique. Que celui-ci retrouve un accès au financement de l'UEMOA et que Bamako tente ainsi de revenir à de meilleurs sentiments vis-à-vis des organisations régionales. Mais il est encore un peu tôt pour se prononcer sur l'issue de cette partie de bras de fer entre le Mali et la Côte d'Ivoire par ONU interposée. Voici donc Macky Sall qui joue les Monsieur Bons Offices. A-t-il aussi été écouté de ses interlocuteurs maliens sur le souhait de la communauté internationale de voir le Mali se résoudre à une rapide transition démocratique par la voie des élections et à retrouver sa place dans le concert international? Qui peut le dire, Jean-Yves Duval? La junte, depuis son accession au pouvoir, à l'issue de 2 putschs militaires, faut-il le rappeler, s'est sur ce point montré inflexible. Un calendrier pour des élections libres a désormais été fixé. On dit aussi que le Premier ministre Choguel Maïga est aujourd'hui épuisé. Cela pourra-t-il jouer dans l'évolution de la transition au cours des mois à venir? Il y a aussi une augmentation des actions terroristes un peu partout dans le pays, y compris à proximité de la capitale, Bamako. Augmentation sans doute liée au départ de la force Barkhane du pays qui crée une faille dans le système de sécurité malien. Certaines voix redoutent l'installation d'un califat islamique dans le nord du pays. Bamako elle-même pourrait-elle être menacée? Cette situation très tendue conduit parfois à des exactions, y compris au sein de la population, de la part d'éléments des Fama et de leurs nouveaux alliés russes. Et ce climat peut aussi influencer l'avenir de la junte au pouvoir. Puisque nous parlons de Macky Sall, j'aimerais revenir un instant sur la situation politique sénégalaise au lendemain des élections législatives. On voit bien que le chef de l'État est à la manœuvre et a enregistré d'ailleurs certains ralliements qui lui apportent un peu d'oxygène et d'aucuns évoquent à nouveau la perspective d'une candidature de l'actuel chef de l'État en 2024. Faites-vous la même analyse? L'alliance entre Ousmane Sonko et Abdoulaye Wade est une alliance de circonstances électorales, donc de façade, et ne résistera pas aux épreuves du temps, car leur union ressemble assez au mariage de la carpe et du lapin. En revanche,
vous avez raison, Macky peut espérer retrouver une forme de majorité absolue à l'Assemblée nationale grâce à des ralliements de dernière minute. Ce n'est pas une véritable surprise. Par ailleurs, Sonko sera-t-il lui-même candidat? Il est empêtré par cette affaire de viol et en attente de jugement. Et on sait à quel point la justice au Sénégal peut être instrumentalisée par le pouvoir. Par ailleurs, Wade, âgé de 96 ans, même élu député, ne peut envisager de se présenter. Parce que la constitution sénégalaise limite l'âge à 75 ans. Et le sort de son fils est aussi incertain judiciairement. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, le résultat de ces élections législatives, au lieu de fermer les yeux, l'a à nouveau largement ouvert à toutes les spéculations. Justement, j'ai cru comprendre qu'avec quelques-uns de vos amis, vous seriez sur le point d'appeler un rassemblement de toutes les forces républicaines, seules capables, selon vous, d'offrir une alternance et une perspective de renouvellement du personnel et des élites politiques. Vous êtes bien informé, Jean-Yves Duval, et à la hauteur de votre réputation. Il est vrai que je réfléchis actuellement avec quelques-uns pour sortir de ce cercle vicieux, pour offrir à nos compatriotes un cercle plus vertueux. À l'évidence, mis à part des tripatouillages électoraux et des basses manœuvres dans les coulisses, Macky Sall a perdu la confiance du peuple il y a 2 semaines. Celui-ci a signifié que 12 ans de pouvoir absolu, cela suffit. Que le temps était venu pour l'alternance et le renouvellement des générations. Qu'une politique plus ambitieuse en matière économique, d'éducation, de formation, de santé, de justice, etc. était indispensable pour l'avenir du Sénégal et sa jeunesse, hommes et femmes confondus. Le risque serait qu'une fraction de cette jeunesse désespérée n'aille se jeter dans les bras d'Ousmane Sonko, chez qui les principes républicains ne sont pas élevés au niveau des vertus cardinales. Il suffit de se souvenir comment il a été à l'origine, voici 2 ans, d'émeutes populaires à Dakar qui ont entraîné la mort de plusieurs de nos compatriotes, ou qu'un vote de dépit, de résignation ne conduise à nouveau Macky Sall à un nouveau mandat, après avoir auparavant bricolé la Constitution. C'est pour toutes ces raisons que je crois le moment venu de fédérer toutes les compétences, ces forces vives de la nation, de rassembler le pays que l'on a vu fractionner comme jamais avec les résultats de ces législatives. J'aurai donc en effet, vous avez raison, l'occasion de prendre prochainement une initiative dans ce sens. Car je ne peux me résoudre à voir mon pays sombrer dans l'aventurisme ou végéter dans l'immobilisme. Nous refermerons là cette page sénégalaise, après avoir toutefois précisé qu'à la suite du Mali, donc le président Macky Sall devait se rendre dans 2 autres pays, et notamment au Gabon, pour participer aux manifestations commémoratives de la fête nationale. J'aimerais donc en venir maintenant au Brésil, et nous changeons donc de continent. Le Brésil qui s'apprête à organiser au cours des prochains mois des élections présidentielles qui vont voir s'affronter Jair Bolsonaro, le président sortant d'extrême droite, à Lula da Silva, le héros de la gauche brésilienne. J'imagine que cette élection ne vous laisse pas totalement indifférent. Bien sûr que non, car le Brésil, en dépit de ses difficultés économiques et sociales, c'est un grand pays sud-américain, aux villes tentaculaires. Pour certaines très touristiques, je pense aux plages de Copacabana, à Rio de Janeiro, mais aussi ses favelas, où règne une extrême pauvreté, un pays dont la place et la voix comptent dans le concert des nations. On se souvient encore que Lula, après avoir été condamné pour corruption en 2017, puis emprisonné durant 1 an et demi et libéré
a vu ses condamnations annulées par la Cour suprême. Il y a 12 ans maintenant qu'il a quitté le pouvoir. Alors a-t-il, d'après vous, sérieusement, des chances de le reconquérir? Qui peut l'espérer face à un individu extrémiste et populiste, nostalgique de dictature militaire? Lui-même est un ancien capitaine. Bolsonaro, c'est le Trump version latine, avec son appétit pour les réseaux sociaux, où il compte des millions d'abonnés et sur lesquels il se répand à longueur de journée. Il s'est aussi, sur le plan international, signalé ces dernières années par ses nombreux dérapages à la Trump, là encore, ou à la Boris Johnson. Au petit jeu des pronostics, qui voyez-vous vainqueur de cette consultation? Je ne suis pas joueur, Jean-Yves Duval, encore moins en politique qu'ailleurs. Je dirais que Lula, qui est perçu comme près du peuple, reste très aimé d'une grande partie de la population, en particulier celle des régions les plus pauvres du nord-est du pays. Mais il est également détesté par une fraction importante de Brésiliens. Pour l'instant, d'après ce que j'en sais, les instituts de sondage lui donnent une légère avance sur Bolsonaro. Mais d'ici l'élection, beaucoup de choses peuvent se produire. Alors, il est plus sage d'observer et d'attendre avant de se prononcer. Avant de conclure notre émission d'aujourd'hui, je reviendrai au continent africain où l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, vient de publier une étude concernant l'espérance de vie sur le continent. D'après cette étude, celle-ci aurait augmenté de 9 ans entre les années 2000 et 2020, en 20 ans donc, passant de 47 à 56 ans. On ne peut que s'en réjouir, mais il n'en demeure pas moins que cette espérance de vie est inférieure à la moyenne mondiale qui, elle, est de 64 ans. 8 ans donc de plus. Qu'en pensez-vous? J'ai eu connaissance de cette étude dont je retiens surtout, au-delà des chiffres que vous venez de présenter, une grande disparité entre les pays africains les plus prospères et les autres. L'Afrique de l'Est a ainsi plus progressé, tandis que l'Afrique du Nord se rapproche de la moyenne mondiale avec 63 ans. Mais l'Afrique australe, centrale et de l'Ouest reste à la traîne. On constate dans ces régions des moyennes d'espérance de vie de seulement 54, 55 et 56 ans. Il y a une corrélation entre pays à revenus élevés et espérance de vie, en particulier grâce à une meilleure couverture santé. Le Tchad, par exemple, se retrouve en queue de peloton. La fuite des cerveaux, en particulier du personnel de santé, est une autre explication, comme c'est le cas au Nigeria. Cette étude nous apprend aussi qu'au Sénégal, on vit 10 ans de plus qu'en Côte d'Ivoire, 68 ans contre 57. Il y a de quoi être un peu surpris, d'autant que l'hôpital public sénégalais n'est pas connu comme étant un des meilleurs. Oui, cela peut sembler surprenant, mais il est démontré que le Sénégal a fait des progrès importants, plus qu'ailleurs dans la sous-région, en matière de santé néonatale. Or, je ne vous apprendrai rien, Jean-Yves Duval, en vous disant que la santé des nouveau-nés influence énormément l'espérance de vie, en plus de l'hygiène et l'alimentation. Au Mali, dont nous parlions dans cette émission, l'espérance de vie ne dépasse pas 59 ans. J'ajoute que l'ampleur du virus du sida dans les années 2000 a eu beaucoup d'influence sur l'espérance de vie de certains pays. Je pense en particulier à l'Afrique du Sud, bien sûr, mais pas que. Les ravages du Covid aussi nous rappellent qu'ils ont fait reculer de près de 3 ans, selon cette étude de l'OMS, l'espérance de vie en Afrique australe. Elle est aujourd'hui de 61 ans, comparable au Burundi, l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Ce que vous dites est très juste et montre à quel point les inégalités sont criantes selon le PIB des pays. On parle ici de la santé, mais
on pourrait faire le même constat à propos de l'éducation, de la formation, du sport, etc. C'est vrai, malheureusement, dans tous les domaines. Eh bien, c'est sur cette note mi-figue, mi-raisin, sur une situation plus favorable à certains qu'à d'autres, que se termine notre carte sur table d'aujourd'hui. Merci Ibrahim Atiam de nous avoir permis de décrypter une nouvelle fois une situation internationale mouvante, pas toujours simple à comprendre pour le commun des mortels. Et c'est le but, l'objectif même de cette émission que de contribuer avec ces explications à une meilleure compréhension. Merci à vous, Jean-Yves Vival, qui vous êtes justement donné pour mission d'apporter un éclairage sur ce qui fait notre présent et prépare notre avenir. Il me reste maintenant, quant à moi, à vous remercier d'être fidèle à notre rendez-vous hebdomadaire. Vous êtes en effet chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter. Et c'est pour l'équipe de Diaspora Vision, bien sûr, une très grande satisfaction. Je vous donne rendez-vous samedi prochain si vous le voulez bien, même lieu, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien. Et puis, profitez aussi, si c'est le cas, de ces derniers jours de congé, car la rentrée est pour très bientôt, d'ici moins de 15 jours. Allez, ciao, bye, adios, auf Wiedersehen. Et pour finir, comme il se doit en français, au revoir et à bientôt. Vox Populi, c'est des thèmes variés sur Radio I-Chrono FM. Vox Populi, une émission populaire. Vox Populi, jamais populiste. Vox Populi, une émission pour le peuple sur les faits de société, la culture et le sport. Vox Populi, c'est chaque semaine sur I-Chrono FM. Votre radio I-Chrono FM est disponible sur Google Play et App Store. I-Chrono FM, une autre dimension de la radio.